Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Moi je vais parler d'éditeurs logiciels et de modèles de distribution. Donc, je ne suis pas technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin techniques. Mais voilà, je vais vous faire un retour d'expérience. J'ai travaillé chez un éditeur qui était on-premise et qui a créé son offre SaaS. Donc voilà. Alors je vais commencer avec un petit peu de contexte. De tout temps, les éditeurs logiciels ont été marqués par des transformations. La dernière à laquelle je pense, c'est l'IA, qui change nos méthodes de travail, nos métiers et nos outils. Mais avant ça, il y a, dans les années 2000, du coup, si on monte un petit peu dans le temps, il y a l'Internet au débit et le cloud. Alors pour ceux qui ont vécu, qui étaient nés déjà à l'époque, c'est l'Internet au débit du coup, et le cloud qui ont marqué l'industrie logicielle. Avant, on installait les logiciels on-premise, c'est-à-dire directement sur les serveurs ou les ordinateurs d'une entreprise ou bien chez soi. Et avec l'arrivée de l'Internet au débit et donc du cloud, on a vu de nouveaux modèles de distribution émerger, et notamment le SaaS, donc le Software as a Service, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Et avec le SaaS, il n'y a plus besoin d'installer son logiciel chez soi, on y accède directement en ligne via parfois un login, mais surtout une connexion Internet. Je pense à certains éditeurs qui étaient historiquement on-premise, qui ont basculé vers le SaaS. Alors des gros que vous connaissez sûrement, Microsoft, Adobe, qui dans les années 2000-2010 ont basculé du coup vers le SaaS. Mais quand on est un éditeur on-prem et qu'on veut passer sur du SaaS, c'est pas juste changer son modèle de distribution. C'est une vraie transformation profonde qui va s'opérer. Et moi, c'est cette transformation que j'ai eu la chance de vivre chez un éditeur logiciel qui était historiquement on-premise et qui donc a créé son offre SaaS. Alors, l'humaine derrière le micro, moi je suis Laure, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience en startup scale-up sur différents postes, customer support, product marketing, business operations. Et en 2015, j'arrive chez Akeneo en tant que responsable du support. Akeneo, à l'époque, c'était une petite startup nantaise qui édite toujours un PIM, un gestionnaire d'information produit. Et à l'époque, Akeneo, donc un gestionnaire d'information produit, c'est une grosse base de données, pour faire simple. Et à l'époque, Akeneo, du coup, est un éditeur logiciel qui est 100% de prémisse. Et en 2017, Akeneo décide de changer un peu son modèle de distribution et donc de créer une offre SaaS. Donc maintenant, on ne va pas juste vendre des logiciels, on va aussi proposer un hébergement. Et ça va tout changer. Et donc, c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir. Je vais vous parler des impacts que ça a eu et puis vous donner aussi quelques conseils concrets et recommandations si vous êtes amené à vivre ou à participer à une telle transition. Alors, je vais commencer aussi par deux définitions pour être sûr qu'on soit tous alignés. On-prem, on-premise, c'est le client qui installe et opère le logiciel du coup lui-même, tandis qu'en SaaS, c'est l'éditeur qui héberge, installe et opère le logiciel. Le client va y accéder via le web. Alors pourquoi créer une offre SaaS? Pourquoi lancer son offre SaaS? Pour les éditeurs, ça a différents avantages, notamment l'accès à de nouvelles opportunités marché. Des opportunités qu'on n'a pas forcément avec juste un logiciel on-premise. Le SaaS, ça a permis à Akeneo d'attirer un nouveau type de client. Un client qui est plus moderne dans ses attentes et qui est sensible aux solutions cloud. Mais ça a aussi des avantages, bien sûr, pour les clients. Le SaaS, c'est la promesse de la simplicité d'installation. Il n'y a plus besoin de devoir installer, maintenir, gérer toute une infrastructure. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, avec le SaaS, tout est géré par l'éditeur. Et ça va permettre aussi de réduire le TCO. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est le Total Cost of Ownership, le coût total de possession. En français, c'est tous les frais qui sont liés à l'achat d'une licence logicielle, donc hormis le prix de la licence. Donc ça va être toute l'infrastructure, donc les serveurs, etc., les équipes aussi, les ressources, ça va être considéré comme des coûts. Et tous ces frais qui étaient plus ou moins cachés en fait, avec l'on-premise, ça va disparaître avec le SaaS. Parce qu'encore une fois, c'est l'éditeur qui va gérer tout ça. Et le dernier avantage pour le client qui me paraissait important, c'était l'accès immédiat aux nouveautés. Tout est mis à jour automatiquement avec le SaaS. Donc plus besoin d'attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant d'avoir son logiciel évolué. Avec le SaaS, en fait, tout est mis à jour automatiquement. Donc les nouvelles fonctionnalités ou améliorations techniques sont disponibles directement sans que le client s'en rende compte.
Alors on savait que ça allait être un gros chantier technique, mais ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé, c'est que le SaaS allait vraiment changer l'ADN de l'entreprise. Parce qu'au fond, on ne vend plus un logiciel. En fait, on va vendre un service. Et ça va impacter toute l'organisation. Il va falloir former toutes les équipes à cette nouvelle posture qui va être orientée service, orientée instantané. Alors j'ai choisi quelques impacts qui résonnaient avec mon expérience personnelle. Le premier, c'est le rythme, tout ce qui est lié à la cadence et à la delivery. Les éditeurs on-premise, en général, ils ont un cycle de release, donc quand ils sortent une version d'environ 12 mois. Mais ça peut aller de 6 mois à 18 ou 24 mois. En SaaS, ça va être beaucoup plus rapide. Donc on va passer de release à annuel. Chaque année, en l'occurrence, c'était 6 mois. Donc des gros paquets de code matérialisés par ce carton. En fait, ça correspond à tous les derniers développements qui ont été faits sur les X derniers mois. Et en SaaS, on va sortir, du coup, pour schématiser, beaucoup plus fréquemment en plus petits paquets. Tout ça, ça va s'accompagner d'ajustements techniques que, du coup, je maîtrise pas trop, mais je suis pas tech. Mais en gros, les équipes dev vont devoir avoir des outils qui leur permettent de déployer plus fréquemment, en toute fiabilité et en toute confiance, mettre en place des tests, du monitoring, de l'automatisation, etc. Plein de choses qui permettront de garantir la sécurité du logiciel et de la mise en production pour les clients. Mais il ne suffit pas juste du coup de changer le rythme et la cadence. Le SaaS va aussi impacter vraiment la stratégie produit. On va passer d'un logiciel qui était essentiellement guidé par le feedback client à une vision plus globale qui correspond à celle du marché. En on-prem, on avait très peu ou pas de données d'utilisation. C'était très dur de savoir comment une feature était utilisée et même si elle était utilisée. Donc les product managers restaient assez centrés sur le terrain. Ils recueillaient le feedback des clients, alors via des tickets support, via des discussions avec les commerciaux, avec d'autres équipes, nos partenaires. Et ensuite, ils transformaient ce feedback en spécification produit. Donc la roadmap est essentiellement basée sur le feedback client et sur l'écosystème. L'écosystème, ça va être donc les partenaires, mais aussi les concurrents. Regarder ce qui se fait à côté et voir si on peut faire évoluer le produit de la même manière. Alors ça va être totalement différent. On va avoir beaucoup de données, peut-être des fois un peu trop. Donc, ça va nous permettre de savoir exactement quelles features sont utilisées, comment, par qui, quand, à quelle fréquence, etc. Ça va permettre aussi de tester et de mesurer plus rapidement ce qui fonctionne. Le point clé ici dans le SaaS, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui procure de la valeur aux clients. Les product managers vont rester proches du terrain, mais ils vont avoir un nouveau rôle, un rôle qui va évoluer, ils vont devoir porter la vision produit long terme, ils vont devoir utiliser la donnée d'utilisation et la donnée marché pour garantir cette vision sur le long terme. Comme conséquence directe, la roadmap va être maintenant construite sur de la data, donc data produit, data marché, pour garantir cette vision long terme. Il n'y a pas que le rôle du product manager qui va changer, c'est vraiment toute l'organisation qui va devoir s'adapter. Donc ça, c'était mon troisième impact. Donc on va passer le SaaS va nous permettre de casser les silos et de travailler vraiment comme une seule équipe. Avant, on avait donc toutes les équipes qui travaillaient individuellement. Enfin, on se rencontrait ou on communiquait lors des releases. Donc il y avait les devs, les CSM, c'est les Customer Success Managers, les Product Managers, les PM, les Sales, etc., le marketing. Donc on communiquait ponctuellement lors des releases. On a vu aussi de nouveaux rôles arriver, comme les Ops, les SRE, donc les Site Reliability Engineers qui s'occupaient de l'infrastructure, et le Product Marketing, le PMM. Et tous, on a dû vraiment se recentrer autour d'une seule chose, une chose commune, qui était le produit. Parce que quand on doit gérer la disponibilité d'un produit, on doit du coup communiquer régulièrement des features auprès des clients, etc. Le produit, ça devient vraiment à la responsabilité de tous. Donc chacun a gardé sa spécialité, mais voilà, on a dû créer des ponts entre les équipes parce que les rôles évoluaient aussi. Les devs devaient s'intéresser un peu plus à la vie du logiciel une fois en production. Les ops devaient s'intéresser un peu plus aux besoins des clients. Le support, nous, on devait s'intéresser un peu plus à l'infra, comment ça fonctionnait vraiment derrière. Donc pour pallier à ça, on a créé il y a eu des réunions hebdomadaires ou bimensuelles avec tout le monde pour que voilà, tout le monde discute, échange sur ce qui se passait dans chaque équipe, quelles features on allait développer, etc. Et tout ça, ça nous permettait aussi de garantir la meilleure relation client possible,
parce qu'on passe d'un logiciel qui est simplement livré vraiment à de la vente de services d'expérience continue. Avant, on avait comme une livraison one-shot. En fait, on vend le logiciel, le client l'achète, lui va gérer du coup tout le reste. Donc notre rôle est assez limité. S'il y a un bug applicatif, on va intervenir, mais sinon, c'est lui qui gère, avec son intégrateur ou tout seul. On ne vend plus du coup juste un logiciel, on va vendre un service. Donc il va falloir gérer aussi la sécurité, la disponibilité de la plateforme, s'il y a un incident, être transparent sur ce qui s'est passé, etc. Donc certains d'entre vous vont peut-être reconnaître la boucle continue DevOps, et pour moi ça illustrait bien les enjeux du SaaS, autour de la disponibilité, de l'expérience utilisateur et du service. Et ça va permettre aussi de livrer de la valeur en continu pour les clients. Donc en résumé, le SaaS, c'est vraiment pas juste changer la stack techno, c'est un vrai changement de culture. Ça va tout changer, ça va changer la manière dont on développe, on conçoit, on déploie et même on vend le logiciel. Ça va impacter du coup toutes les équipes. Alors j'ai dit du coup l'équipe tech va être impactée parce que du coup il va falloir changer certaines méthodes, avoir cette livraison continue. Et puis avoir une exigence accrue de fiabilité et de qualité. La stratégie produit va être maintenant alignée sur les données du marché, les données d'utilisation. L'organisation va changer aussi parce qu'on va avoir des nouveaux rôles et puis d'autres rôles vont évoluer. Ça va aussi casser les silos. Et enfin, la relation client, parce qu'on ne vend plus juste un logiciel, on vend un service. Et alors, les résultats, je voulais parler, avant de conclure, je voulais juste montrer comment ça s'était passé chez Akeneo. Finalement, nous, on a changé pas mal de choses, mais est-ce que les clients, on les a réussi à les embarquer sur cette offre SaaS? Alors, pas de spoil. En 2017, du coup, on lance l'offre, Akeneo lance l'offre SaaS. Donc, première année, on a 5% des clients qui passent en SaaS. Ça double quasiment d'année en année pour arriver à 50% en 2021. 80% en 2023 et 90% en 2025. Donc objectivement, la réponse est oui, les clients ont plutôt adopté le produit. Depuis 2021, Akeneo a décidé de ne plus vendre de on-prem, et en 2023, Akeneo a créé un programme de migration des clients on-prem vers le SaaS. Alors le SaaS est devenu l'offre principale et ça a vraiment permis d'accélérer la croissance. Alors quelques conseils pour conclure. Le SaaS, ça va vraiment changer la techno, les process, la culture. Il est vraiment important de préparer les esprits et d'impliquer toutes les équipes. Pas que les techs, c'est vraiment une transformation globale d'entreprise. Il faut parler des impacts, de l'expérience continue, notion de service. On ne devient pas non plus une entreprise SaaS en 6 mois. Il va falloir accepter que ça prenne du temps. Il y a des équipes qui vont aller un peu plus vite que d'autres. Donc il va falloir accepter tout ça et proposer du support à certaines équipes, alors que d'autres iront un peu plus vite. Il est possible aussi de passer par une phase hybride. Chez Akeneo, pendant un moment, on a eu une phase, on a eu de l'on-premise et du SaaS. Ça a rajouté un peu de complexité, mais ça a aussi aidé les équipes à mieux gérer la transition un peu plus progressivement. Et enfin, moi, ce que je recommande, c'est de faire des choix clairs et forts, parce que le SaaS, c'est pas, ça doit être une décision stratégique qui doit être assumée pleinement. Il faut investir massivement dans le cloud si votre entreprise décide de basculer sur le cloud, et d'avoir aussi une stratégie importante pour les clients historiques. Et donc chez Akeneo, il y a ce programme de SaaS dont j'ai parlé, où en fait on va accompagner les clients pour migrer facilement d'on-premise vers le SaaS. Donc passer d'un logiciel on-premise à une offre SaaS, c'est vraiment réaliser une transformation profonde de l'entreprise. Et comme toute transformation, il y a des challenges et il y a aussi des opportunités. Moi, j'ai vraiment pris ça comme l'opportunité de continuer à apprendre et d'évoluer au sein de l'entreprise. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose ce soir, et peut-être que vous pourrez aussi utiliser ça chez vous, dans votre entreprise. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis voilà, s'il y a 2 QR codes, si vous avez du Wi-Fi, voilà. Surtout le feedback, je suis intéressée si vous avez des commentaires à faire sur la conférence. Voilà, je vous remercie.